Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Bienvenue dans le journal de bord d'un architecte, moi en l'occurrence, tombé dans le grand bain, que dis-je, dans l'océan du Green IT. Donc c'est une histoire, c'est à peu près 5 années voilà, de navigation, d'exploration, de découverte, parfois de déconvenue ou de déception. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Je vous propose de ne pas passer plus de temps dans l'introduction, parce que vous allez voir, il y a plein de choses à se raconter. Donc je vous propose d'embarquer sans attendre dans l'aventure. Alors, comme toute bonne aventure, ça commence dans un port de pirates, un peu malfamé. C'était il y a à peu près 5 ans, à Octo. Alors, ça commence de manière assez anecdotique, parce qu'un article de blog était sur le point de paraître. Ça parle de Green IT, ça se pose la question, est-ce que c'est compatible avec des enjeux business, tout ça, très bien. Alors d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai écrit. Néanmoins, la tradition à Octo, c'est bien sûr de faire relire ses écrits avant qu'ils soient publiés. Moi, à l'époque, je pense que je connais déjà assez bien le Green IT, je m'intéresse au sujet depuis un certain temps. Donc, je fais partie des relecteurs, je relis, ma foi, un bon article, rien à signaler, très très bien, donc feu vert, publication. Qu'est-ce qui se passe? Allez, 2-3 jours après, un vieux loup de mer sort du bois. Alors ce loup de mer, c'est pas moins que l'un des experts du Green IT en France à l'époque. Et il nous tombe un peu dessus. Genre, il est vraiment pas content, donc il nous fait un feedback par mail un petit peu salé. Et en substance, il nous dit « Bon, j'ai lu votre article, c'est rempli de contresens, de contre-vérités, c'est presque du greenwashing, bref, je suis un petit peu déçu. » Et en plus, moi je connaissais Octo avant, je pensais que c'était une boîte sérieuse et tout, mais là, vraiment, c'est plus ce que c'était. Bon, moi, j'ai pas énormément d'ego, mais pour le coup, ça fait un petit peu mal quand même. Parce que moi j'ai relu, j'ai rien vu, hein. C'était très bien cet article. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors pour illustrer cette douleur, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la courbe de Dunning-Kruger. Donc c'est une courbe assez empirique, qui illustre votre niveau de confiance en soi par rapport à votre réelle compétence dans un sujet. Et clairement, à ce moment-là, j'étais tout en haut à gauche, là, dans le pic de confiance, c'est bon, je connais, et en fait pas trop. Et donc c'était le jour de la chute, dans le gouffre de l'incompétence. Et en effet, quand ça se produit, c'est assez douloureux. C'est pas grave, après on remonte la pente. Alors vous voyez, remonter la pente, par contre, ça prend du temps. Donc je pense que moi, ça m'a pris, au moins, je pense, 2-3 ans avant d'arriver à regagner un petit peu de confiance sur le sujet, à me dire, ok, je peux dire 2-3 choses sans dire trop de conneries. Donc voilà, c'était un chemin non instantané. À la même époque, ça a été aussi l'occasion de rencontrer des gens à Octo, des gens motivés, des gens déjà passionnés par le sujet. Et on s'est dit, tiens, on va faire justement cette route, cette acquisition de compétences ensemble, parce que c'est quand même plus sympa de le faire à plusieurs que tout seul. Donc voilà, on commence à se rapprocher des communautés expertes sur le sujet, on lit plein de choses, bien évidemment, on regarde des conférences, les études et tout ça, très bien. Et puis à un moment, à force de touiller tout ça, on se regarde, puis on se dit, non mais là, il y a un truc à aller chercher quand même, ça a l'air sympa ce sujet. Je pense qu'au bout du chemin, il y a vraiment un trésor qui nous attend. Un trésor au sens, un sujet qui pourrait vraiment devenir important pour nous dans notre entreprise, stratégique, plein d'opportunités, plein de choses à faire avec nos clients. Parce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui actuellement? On fait du conseil, on fait de la formation, on fait des projets, très bien. Et là, on se dit, tout ça, on va pouvoir le teinter en vert. On va faire du conseil stratégique en Green IT, bien sûr des formations associées. On va pouvoir faire des projets éco-conçus. Bref, on se dit, tiens, tout ça, ça va pouvoir bien se déployer dans nos sujets et vraiment devenir quelque chose de stratégique. Puis dans le même temps, on regarde notre boîte à outils, notre expertise, tout ce qu'on sait déjà faire, et on se rend compte, on sait faire plein de choses. On est des artisans du code, on adore le cloud, les problématiques d'architecture, on adore optimiser des choses dans la vie, on connaît les méthodologies projet, donc on se dit, en fait, par rapport à ce qu'on sait faire, c'est pas un si grand pas de côté, et puis même tout ce qu'on sait déjà faire va pouvoir se mettre au service de ces projets éco-conçus responsables.
Alors, je ne sais pas si vous voyez le truc arriver. Il y avait comme un petit biais, je pense, qui s'était déjà immiscé parmi nous. Le biais de voir les choses par le prisme de l'expertise que l'on a déjà acquise, le fameux biais de l'ingénieur qui va résoudre tous les problèmes qu'on lui donne à résoudre. Donc voilà, ça nous semblait en tout cas facile. Le numérique va être sauvé par le numérique. Très bien. Et on arrive à un tel niveau justement d'excitation, de conviction sur le sujet. Dans notre petite équipe, on se dit, bon, on est 4-5, on ne va pas rester entre nous. Autant embarquer plus largement. On a besoin de galériens, on a besoin de matelots pour cette aventure. Je pense à un sujet stratégique pour notre entreprise. Il faut embarquer largement. Et alors, comment on fait pour embarquer largement? On raconte aux gens l'incroyable aventure qui les attend devant eux. Donc on commence à faire des sensibilisations, on se forme, on commence à animer la fresque du climat, on produit nos premiers supports de formation en éco-conception, et on se dit, mais les gens, ils ne vont pas pouvoir résister. C'est quand même une aventure incroyable qu'on leur raconte. Ils vont pouvoir travailler à éviter la création de montagnes de déchets numériques. On leur raconte l'histoire d'une Terre qui brûle sous les effets du changement climatique. Donc voilà, il y a la Terre à sauver. Le pauvre petit ours polaire qui est en péril sur le bout de banquise en train de fondre. Bref, c'est presque une injonction morale. Enfin, on va dire, qui peut se soustraire à cela? Et en effet, on se dit, si on propose aux gens de faire le bien autour d'eux, personne ne va dire « Ah non, je vais faire de la merde et tout ». Non, les gens, on se dit ils veulent faire le bien. Donc voilà, c'est un sujet qui va s'imposer de facto chez nous très facilement. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, ça résiste. On était sûr de convaincre, on allait être 100 000 tout de suite, et c'est pas si facile que ça. Alors après, on rediscute avec les gens, on essaie de comprendre pourquoi c'est pas si simple de convaincre, et on a des feedbacks, et en effet, des feedbacks qui font tout à fait sens. Alors déjà, ils nous disent, on sent un peu l'injonction morale, là, sauver des ours polaires, faire le bien, il faut être responsable et tout, enfin bref, oui, il y a une petite clé de bras un peu morale, et c'est pas très agréable. Donc c'est vrai que des fois, on a mis un peu la dose, je pense, et on a un peu glissé sur le dosage de la morale. Très bien. D'autres gens qui nous disent, un développeur, par exemple, qui me dit, oui, mais moi, du matin au soir, je code, je développe. L'ours polaire, c'est un petit peu loin. Enfin, alors, ok, il y a une relation, mais c'est pas immédiat. Donc moi, dans mon quotidien, j'ai l'impression que j'y peux rien pour de vrai. C'est pas faux, ok. Et puis d'autres gens qui nous disent, on recroise quelqu'un 2-3 jours après une fresque du climat, et on lui dit, alors ça va, motivé? Puis la personne nous dit ah non, là c'est la déprime, là. Là ça fait 2 jours, je dors plus, c'est bon, vous m'avez montré le malheur du monde et tout ce qui nous attend, je suis pas très motivé pour embarquer. Donc en effet, on se rend compte que c'est pas si simple, même avec un sujet qui a l'air excellent d'embarquer les gens. C'est pas grave, nous on est notre fameuse petite équipe, 4-5 personnes très motivées sur le sujet, donc nous on décide d'embarquer, on lève l'ancre, on part à l'aventure, à l'exploration, à la conquête de projets éco-conçus, responsables et tout ça. Super motivé. Mais à peine on commence à s'éloigner du rivage, on voit que la mer commence à devenir un petit peu froide, un petit peu profonde. Alors on connaissait déjà pas mal tous les impacts plutôt délétères du numérique, on en a déjà vu quelques-uns. Mais là, c'est l'occasion, en continuant à creuser, de finir de faire le tour de tout ça, de découvrir les dernières choses qu'on ne connaissait pas, et notamment un qui nous a, je pense, particulièrement marqué. C'était le sujet des industries minières. Donc ces mines avides en matière, et du numérique, avides en matière, en métaux, en terres rares. Et pour ne pas louper, pas changer, forcément, on se rend compte que les impacts sont extravagants derrière en termes de pollution. Enfin, faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie minière est considérée, en fonction des indicateurs qu'on prend, comme l'industrie ou l'une des industries les plus polluantes que l'on puisse avoir sur Terre. Donc voilà, ils font assez fort. Et donc ça finit pour nous, dans nos têtes, en tout cas, de raconter cette histoire. Alors certes, des impacts sur l'environnement, mais aussi finalement de cette souffrance des personnes, des humains, sur, alors comme on dit, toute la chaîne de valeur du numérique, partant de l'industrie, on va dire, derrière le numérique, partant des mines, jusqu'aux déchets que l'on envoie légalement ou pas dans des pays africains,
Et puis entre les deux, qu'est-ce qu'on trouve? Parfois des usines un peu aliénantes qui fabriquent nos joujoux numériques. Enfin, imaginez, dans certaines usines, on en est arrivé à mettre des filets aux fenêtres pour empêcher les gens de se suicider. On a quand même touché le fond. Bref, on a fini un tableau pas gégène. Bon, déjà, on est un petit peu affecté. Et puis après, pour de vrai, moi je vous partage ça, j'y connais rien. Moi, je ne suis pas un expert des mines, je ne suis pas un expert de l'énergie, je ne suis pas un expert des déchets ni des conditions sociales dans tel pays ou telle entreprise. Donc voilà, on se rend compte de tout ça, mais pour être bon dans un seul de ces domaines, il faudrait peut-être y consacrer toute sa vie. Donc on se dit, ouais, ok, c'est lié, ça existe, c'est loin, comment intégrer ça dans nos réflexions, dans ce qu'on fait, comment agir là-dessus, ça a l'air un peu compliqué. Donc on arrive à une sorte de petit coup de calgon, petite impasse. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un coup de calgon? Il faut se remonter le moral. Donc on décide de faire une petite escale. Dans un port, voilà, on débarque, on rentre dans la première taverne venue, on commande leur meilleur breuvage, et puis doucement, voilà, le corps se réchauffe, le cœur commence à se remplir d'une certaine ivresse. Alors à votre avis, c'est quoi cette ivresse qui nous remplit le cœur? Ok. Et de manière plus imagée, métaphorique, cette ivresse, c'est la mesure. Ah, la mesure. Parce qu'en effet, on n'est pas expert dans tous ces domaines, mais en fait, on comprend que, il existe une façon, en tout cas, d'évaluer ces impacts, de les quantifier. Donc, on se forme, par exemple, à l'analyse de cycle de vie. On découvre qu'il y a plein d'outils sur le sujet, des bases impacts qui consignent, justement, qui consolident les impacts associés à des produits ou à des services. Les outils, il n'en manque pas. Enfin, là, je veux dire, il y a une explosion aujourd'hui d'outils autour de la mesure, justement, des impacts, notamment carbone, du numérique. Bref, mesure, indicateurs, KPI, data-driven. L'ingénieur qui est en nous se réveille à nouveau, on se dit là, c'est bon, ok, on va pouvoir optimiser, on a de la data, on a des choses avec lesquelles jouer. Bon, vous voyez peut-être le truc arriver, après l'ivresse. La gueule de bois. Et oui, trop de mesures tue peut-être la mesure. En tout cas, il y a clairement un petit contre-coup, je dirais, derrière cette histoire de mesure. Et donc, parmi l'équipe, certains ressentent une petite gueule de bois vis-à-vis de ça. Alors, je vous propose de passer un petit peu de temps pour voir tout ce qui se cache derrière cette gueule de bois. Premier élément de la gueule de bois, alors c'est un classique, mais ça marche assez bien dans notre sujet, c'est que la carte, c'est pas le territoire. Alors je suis sûr, je vais prendre un exemple, vous avez entendu quelque part, lu sur le grand Internet, ou entendu à la radio, même à la télé, on en parle partout. Un mail, c'est X grammes de carbone. D'ailleurs, c'est combien de grammes de carbone un email? 10 grammes 19 grammes 21 grammes 50 grammes 0 grammes Bref, en effet, on trouve plein de valeurs dans la littérature pour l'impact carbone email. Alors on se dit, mais c'est quoi, il y a des gens pas sérieux, ils ne mesurent pas bien et tout ça? Non. En fait, c'est que personne n'a jamais mesuré l'impact carbone d'un email. On ne peut pas mettre une sonde carbone aux fesses d'un email, pardon. Ça ne fonctionne pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a des modèles. Des modèles qui permettent de comprendre ce que c'est un email. Ça raconte le périple d'un email en partant de la personne qui l'écrit, puis le réseau, les data centers, les gens qui consultent l'email qu'ils ont reçu. Et donc ça permet de modéliser, d'illustrer avec des boîtes et des flèches ce que c'est le périple d'un email, d'y associer des impacts aux différentes étapes, de faire des choix. Des fois on va compter ça ou pas le compter parce qu'on n'y arrive pas trop, c'est compliqué, que sais-je. Donc puis après c'est alimenté par de la data encore et des hypothèses, puis à la fin en fonction de ce que vous mettez, ça vous sort un chiffre, des chiffres, plein de valeurs possibles. Donc quelque part déjà premier deuil, ok en fait on mesure rien, c'est des modèles, puis on sait bien que les modèles c'est plus ou moins vrai, plus ou moins faux, et donc c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir une mesure. Deuxième élément de la gueule de bois, c'est les effets indirects imprévisibles. Donc ce genre de truc, on a beau faire des dessins, des modèles et des SACV, il semble toujours y avoir quelque chose qui nous échappe.
Et donc, coup après coup, on voit que des choses passent sous le radar, et même à modéliser, ça devient compliqué. On va prendre un exemple à nouveau. Est-ce que vous savez ce que c'est? Radeau. Alors ça s'appelle du co-ramage. Donc le principe, c'est au lieu d'être tout seul à ramer dans un canoë, vous mettez 2 ou 3 personnes dans un canoë pour ramer. Et là, vous optimisez la ressource canoë et puis l'énergie dépensée à faire avancer le truc. Alors dans des temps plus modernes, on parle plutôt de covoiturage, en l'occurrence. Et c'est un bon exemple, en tout cas, pour voir qu'il y a des effets indirects un peu cachés. Alors, sur le papier, ça marche super bien. Prenez, au lieu de mettre une personne dans une voiture, vous en mettez 2, 3. Donc a priori, vous diminuez d'autant l'usage de ce moyen. Ça devrait faire baisser le trafic et tout ça. Et puis il y a une première étude, deuxième étude, troisième étude. Bref, les études commencent à converger sur le fait que, à l'échelle, par exemple, de la France, associé au covoiturage, sans doute le bilan carbone de la France a un petit peu diminué, voire même peut-être même un peu augmenté en raison du covoiturage. On se dit, c'est pas possible, ça doit marcher. 2 au lieu d'une personne dans une voiture, c'est plus optimal. Oui, mais il se passe des choses du genre, des gens qui faisaient des petits trajets en vélo, en trottinette ou à pied, tout simplement, se disent « Ah tiens, là, je vais un peu covoiturer parce qu'il pleut, c'est plus confortable ». Des gens qui faisaient des grands trajets, par exemple en train, ils se disent « Ah, mais le covoiturage, c'est quand même moins cher que le train aujourd'hui ». Ou tout simplement des gens qui n'envisageaient même pas de faire un certain trajet se disent « Ah au final, je vais pouvoir faire ce trajet parce que c'est moins cher en covoiturage ou cette destination me devient accessible ». Bref, et donc on voit un bon exemple, pourtant on a bien sûr un service numérique associé qui a un succès incroyable en France, c'est pas si évident que ça. Et anticiper tout ça, sauf avoir une boule de cristal ou sous le coup d'un expert en mobilité, report modaux et qui va vous sentir tout ce qui pourrait se passer, et encore, il faudrait voir si ça se passe réellement dans la vie en termes de changement de comportement des personnes, c'est pas évident à intégrer dans les réflexions. Ok. Troisième élément de cette gueule de bois, ça continue. Donc on passe pas mal de temps, d'efforts, d'énergie dans cette fameuse mesure. Et des fois on se dit, mais juste utiliser l'intuition, un peu de bon sens, ça devrait marcher quand même. Est-ce qu'il y a besoin de passer autant de temps à mesurer? On va prendre un exemple. Imaginons on est dans un bateau, là, pris au milieu de la tempête. Il y a un matelot qui crie, il y a un récif droit devant, on est en train de foncer dessus. Vous êtes capitaine du bateau, vous faites quoi? Scénario numéro 1, vous montez dans la cabine, vous sortez la carte, le compas, vous commencez à mesurer la distance jusqu'au récif, la vitesse du vent, les courants marins, et vous en déduisez qu'il faut donner un coup de barre à tribord de 3,5 degrés pour éviter le récif. Ça, c'est un scénario. Mais pour de vrai, si on a un peu de recul, on se dit, là aujourd'hui, on est peut-être plus dans une histoire de péril imminent. Si on reparle des enjeux planétaires notamment, c'est pas un petit coup de barre, on sent qu'il faut donner. C'est vraiment, il faut donner un gros coup de barre. Et des fois, on se dit, est-ce que ce petit pouillème là qu'on mesure, 6% qu'on essaie de gagner à gauche, à droite, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de perdre du temps, entre guillemets, là-dessus? Et alors peut-être un biais encore. Un biais, alors peut-être que culturellement on doit apporter la démonstration, la logique, la data, parce que sinon on n'est pas sérieux pour faire quelque chose. Peut-être même on se rassure, parce que le temps qu'on passe, peut-être que les actions sont compliquées à prendre, les décisions sont compliquées, donc le temps qu'on passe à mesurer, comprendre, on se dit on fait déjà quelque chose. Enfin bref, il y a peut-être plusieurs choses qui se télescopent derrière. Mais en tout cas, ça nous fait réfléchir. Et dernier élément de cette gueule de bois, je vous promets, on arrive au bout, c'est ce que j'appelle l'enchaînement fatal. Alors, qu'est-ce que c'est l'enchaînement fatal? C'est une expression que j'ai inventée. Alors, fatal presque au sens propre du terme, c'est-à-dire vraiment négation du vivant. Alors, l'enchaînement fatal, c'est en 2 étapes. Petit 1, vous commencez par mettre des noms, des chiffres, des indicateurs sur fondamentalement quelque chose qui relève du vivant, de la nature, les écosystèmes, les personnes, leurs besoins un peu basiques, se loger, nourrir, santé, éducation, se déplacer, des choses comme ça. Deuxième étape,
bah, vous commencez à piloter, à gouverner la cité exclusivement à base, en effet, de ces indicateurs. Et on va voir, ça crée des choses bizarres. Alors, prenons juste un exemple pour bien comprendre. Il y a quelques mois, c'était un peu compliqué de mettre de l'essence dans sa voiture. D'ailleurs, il y a à nouveau des petits problèmes qui ressurgissent. Et à cette époque-là, parce qu'il y avait des ruptures d'approvisionnement dans les stations-service, et à cette époque-là, j'ai regardé, donc il y avait des statistiques qui circulaient qui disaient qu'en gros, 30% des stations essence connaissaient des ruptures, des problèmes d'approvisionnement. 30%. Ça a l'air OK. Je dis, bah, c'est-à-dire que les 2/3, ça marche. Et en effet, les gens, bah, il suffisait qu'ils aillent un petit peu plus loin en partant à 3 h du matin, en faisant 8 heures la queue, en se tapant dessus, avec un niveau de stress comme ça, et à 2 doigts de perdre leur boulot. Mais 30%, bah, ça avait l'air OK. Alors c'est étrange. Et c'est un exemple, en tout cas, pour montrer que, bah, paradoxalement, des fois, la mesure rapproche de la compréhension, donc ça permet de comprendre ce qu'on regarde, ce qu'on manipule. Puis en même temps, bah, des fois, ça nous en éloigne un peu, et en tout cas, notamment quand il s'agit de choses plus subtiles, comme le vivant, les sentiments, ce que vivent réellement les gens et les galères dans lesquelles ils sont, manipuler ça juste avec des chiffres, ça devient un peu problématique. Bon, c'était une bonne gueule de bois. On arrive un petit peu au bout. C'est le constat, notamment, jusque-là, je pense qu'on suivait une sorte d'étoile du Nord, qui était celle de l'optimisation, de la mesure, bien évidemment. On sent qu'on arrive un peu aux limites de la promesse, et on ressent le besoin d'avoir, oui, un pas de côté, d'avoir un nouveau regard, un nouvel éclairage, et c'est à ce moment-là qu'apparaît une nouvelle étoile, l'étoile du Sud. Alors symboliquement, qu'est-ce que c'est que cette étoile du Sud ? Ça serait l'étoile de la sobriété, de la frugalité, l'étoile de prendre un peu de recul par rapport au bain numérique dans lequel on patauge, et de réfléchir tout cela. Alors j'ai envie de prendre et de partager avec vous un exemple essentiellement un peu de ce changement potentiel de paradigme. C'est celui de la low-tech. Est-ce que vous savez ce que c'est la low-tech ? Ok. On va en parler un petit peu. Alors moi, il y a 1 an ou 2, je ne savais pas du tout ce que c'était la low-tech. Donc pour moi, la low-tech, de manière assez caricaturale, c'était le contraire de la high-tech, donc de la technologie un petit peu basique. Donc j'imaginais soit un site web branché sur un panneau solaire, ou des gens qui pédalent pour faire de l'électricité, ou bien tourner une machine à laver. Bref, pour moi, c'était ça la low-tech. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est un peu plus profond que ça. La low-tech. Alors, il y a pas mal de définitions qui circulent. Je propose d'en lire une ensemble. Ce n'est pas qu'elle est meilleure que les autres, mais elle reprend les termes et les concepts qu'on trouve souvent. C'est la définition du Low-Tech Lab, association, communauté française promouvant la low-tech. Et ces gens définissent la low-tech en 3 bullet points. Petit 1, la low-tech est utile. Alors, utile, une low-tech répond à des besoins essentiels à l'individu ou au collectif. Alors déjà, ça ne parle pas de tech, de high-tech, de low-tech, ça ne parle pas de solutions, ça parle de problèmes et de besoins. Et ça nous dit, en gros, ça serait peut-être intéressant d'essayer de résoudre des problèmes essentiels, peut-être que sans doute superflus. Alors moi, j'ai aucun jugement sur ce qui est essentiel ou superflu. En tout cas, ça pose cette question-là sur la table. Intéressant. Deuxième élément, ils nous disent la low-tech, il faut que ça soit accessible. Alors, accessibilité dans le numérique, on connaît, accessibilité web, RG2A, tout ça. Mais en fait, on se rend compte que ça va un petit peu plus loin. La low-tech devrait être appropriable par le plus grand nombre. Elle favorise ainsi une plus grande autonomie des populations à tous les niveaux. Autonomie. Un autre terme qu'on retrouve souvent, alors pas dans ces définitions-là, mais ailleurs, c'est émancipé, émancipatif. Et donc, c'est l'idée d'essayer plutôt de nous libérer, de ne plus être prisonniers, captifs de la technologie. On va prendre un exemple. Imaginons une application mobile. Une application mobile, en prenant une photo, ça vous permet de deviner, grâce à de l'intelligence artificielle, le nom d'une fleur ou d'un arbre. Très bien. Et donc, vous utilisez cette application mobile dans vos balades en forêt, prenez en photo et tout ça. Les fleurs, les arbres, et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? En fait, il y a 2 scénarios possibles. Petit 1, au bout d'un moment, vous les connaissez, les fleurs, les arbres, vous n'avez plus besoin de cette application mobile parce que vous avez appris.
Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous la désinstallez et puis vous profitez de vos balades. Et donc là, c'est un scénario où vous avez gagné en autonomie, en connaissance. C'est une technologie qui a plutôt développé de la connaissance et vous a rendu plus autonome sur le sujet. Et on peut prendre la même application, mais faire un peu différemment. Imaginons les gens qui font cette application veulent que vous y reveniez. Ils vont rajouter dedans, par exemple, de la gamification, ils vont rajouter dedans de l'achat in-app, et puis quand vous prenez la photo, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? Au bout d'un moment, vous envisagez même pas de sortir vous promener sans cette application. Oui, parce qu'il faut prendre la photo, la partager avec vos voisins, bref. Et donc là, clairement, on est dans un scénario où, d'ailleurs, la même technologie, donc on voit que c'est pas seulement une question de niveau technologique, vous rend plutôt captif, prisonnier, en tant qu'utilisateur. OK. Et dernier élément, c'est durable. La low-tech invite à réfléchir à optimiser les impacts écologiques, sociétaux, donc ça c'est très bien, on connaît, on va optimiser, l'ingénieur se réveille à nouveau. Mais ce n'est pas que ça. Il rajoute, même si cela implique parfois de recourir à moins de techniques et plus de partage ou de collaboration. Alors, est-ce que ces mots vous évoquent quelque chose à la fin? Partage et collaboration. Ouais, open source. Autre chose? Ça ne me rajeunit pas, mais moi, ça me rappelle le manifeste agile. Donc, ça remonte à plus de 20 ans maintenant. En effet, des gens s'étaient regroupés et disaient « ouais, ça serait mieux plutôt de l'interaction que d'utiliser des outils, plutôt de la collaboration que suivre un processus et un plan établi. » Et bref, des développeurs, des techs qui se disaient ça serait bien si on pouvait remettre sur la table plus d'humains, d'organique, de collaboration, d'interaction, plutôt que des outils, des processus et de la technologie. Donc moi, ça m'évoque ça, je trouve ça assez inspirant. On arrive déjà à destination. Alors, qu'est-ce que c'est la destination? C'est là, aujourd'hui, tout simplement, moi, vous, dans cette salle. Alors, pour moi, le voyage, il a été riche, la mer a été assez fatigante, j'avoue, plein de découvertes, en effet, aussi des déconvenues. Le sentiment général, il est un peu partagé, parce que quelque part ce voyage, ça a été l'occasion de reparcourir en fait, notre propre chemin, remarcher dans nos traces, nos pas sur le numérique, la technologie, ce qu'on fait là depuis tous chacun des années, je pense, et de revisiter quelque part tout ça. Et donc le constat à la fois enthousiaste, de trouver des meilleures manières de faire les choses, parce que clairement on en trouve, puis en même temps un constat un peu triste en se disant, le numérique a été et toujours synonyme d'exploitation et d'impact très important sur l'environnement. Donc un constat un peu mitigé. Et on se dit, est-ce qu'on peut changer de cap? Est-ce qu'on peut inverser la tendance? Alors, moi, ma conviction, c'est oui. Donc, je reprends mon baluchon et puis je ne m'arrête pas là et je continue mon aventure. Alors clairement, pour moi, vous l'imaginez bien, ça sera plutôt guidé par l'étoile du Sud, celle de la frugalité, moins de tech, la tech au bon endroit, la tech au bon niveau, ce genre de choses. Et puis je pense pour moi, ça va être aussi l'occasion de continuer à déconstruire, à réfléchir sur nos propres réflexes, nos biais, le biais de l'ingénieur, et d'autres choses qui réduisent parfois un peu notre champ de réflexion. Donc pour moi, un enjeu, c'est aussi continuer à ouvrir les horizons. Donc je pense que les défis ne manquent pas, et je pense qu'un des défis, c'est justement déjà de se frayer un chemin dans tout ça, de passer de l'énergie, de l'effort là où ça fait sens, où c'est vraiment pertinent, puis au contraire d'essayer d'éviter quelque part les faux espoirs, les fausses croyances qu'on peut avoir, pour essayer toujours plus d'aller vers de l'essentiel. On arrive au bout du bout. Moi, j'ai une dernière question pour vous. C'est vous. Où est-ce que vous en êtes dans ce grand voyage? Est-ce que vous êtes plutôt dans le premier port, sur le point d'embarquer, et ça va commencer pour vous? Est-ce que vous êtes au milieu, pris dans une tempête, que sais-je? Est-ce que vous êtes sous le coup de l'ivresse parce que vous avez trouvé une solution à votre problème? Je suis très curieux de savoir. Donc échangeons, on se questionne, et je serais ravi d'en savoir plus, ou si après un verre à la main pour continuer à se réchauffer.
Merci à vous pour votre attention. Un grand merci également, alors il n'est pas à côté de moi, mais il est quelque part, à Adrien Staron, qui m'a longuement aidé à accoucher cette histoire. Donc voilà, un grand merci aussi à lui. C'était vraiment sympa de faire ça avec lui. Merci à vous.